Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui Wood. Pour notre entretien de la semaine, aujourd'hui nous recevons Monsieur Ludovic Fiomona qui est médecin à Bangui et qui vient nous donner son regard sur le côté sanitaire en RCA. Monsieur Fiomona, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous et où exercez-vous en RCA? Merci. Alors donc, je suis docteur Ludovic Fiomona. Je suis médecin de santé publique et j'exerce à Bangui. Je suis dans le domaine de la mobilisation des ressources contre les 3 maladies qui tuent le plus, c'est-à-dire le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Donc je suis basé à la coordination nationale de la lutte contre le sida à Bangui. C'est dans l'enceinte même du ministère de la Santé. Et donc je suis arrivé en France dans le cadre d'une formation continue en matière de santé publique, puisque je suis moi-même membre de la Société française de santé publique. D'accord, donc vous venez souvent voilà, donc j'ai l'habitude de venir voilà, dans le cadre du perfectionnement, voilà, à Paris, un peu échanger, se frotter avec les autres. Voir un peu comment les autres justement, avancent, ça permet d'avoir un peu un regard aussi critique sur la situation chez nous. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que sanitairement, on y arrive? La situation de la santé en Centrafrique était déjà qualifiée de catastrophique. Je crois qu'en comparé avec les pays de la sous-région, on est avec un pays dont je ne cite pas le nom, quand même, vraiment ceux qui sont vraiment à la traîne, malgré les initiatives qui ont été mises en place, les mesures qu'on a préconisées. Mais cette crise est venue aujourd'hui exacerber un peu cette situation qui était là, peut-être qui n'était pas encore très visible pour tout le monde, mais c'est devenu aujourd'hui évident que la situation sanitaire du pays est plus que catastrophique, c'est suffisamment dégradé et donc du coup, il nous faut déjà être capable de reconnaître que la situation s'est dégradée et dans un deuxième temps, essayer rapidement, parce que je crois que dans toute chose, il y a 2 situations. D'abord, la situation critique d'urgence maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il en va de la santé de nos parents. Si on ne fait rien, de nos enfants, de tout le pays. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, le lendemain ne sera pas meilleur non plus. Et donc, il faut préparer 2 plans. Un plan d'urgence aujourd'hui, et qui surtout démontre plus que jamais la contribution, surtout de la diaspora et de tous les centrafricains de l'étranger. Il nous faut bouger aujourd'hui, il nous faut mobiliser davantage de ressources. Et ces ressources que nous allons mobiliser aujourd'hui en fonction de l'état de la situation, c'est juste un peu pour colmater les brèches en attendant que le plan de relance vienne booster les choses. Alors, est-ce que la population vient quand même beaucoup dans les hôpitaux, se déplace, ou ils se disent, bon, bah... j'ai pas les moyens, je vais pas y arriver, pourquoi aller voir un médecin? C'est vrai qu'encore beaucoup de personnes de nos familles préfèrent se soigner eux-mêmes à la maison avec les moyens à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est la fréquentation aujourd'hui de cette population? L'essentiel du personnel de santé est là aujourd'hui. Sauf que pour se déplacer, c'est un problème. Ils ne sont pas toujours au travail, les médicaments ne sont pas toujours là, et le salaire n'est pas payé. Et donc, il y a une démotivation totale du personnel, même si leur sécurité plus ou moins commence à être assurée. Deuxièmement, il faut que la population puisse accéder à l'hôpital et les moyens, puisque nous faisons du recouvrement de coûts. C'est la politique à laquelle notre pays a souscrit depuis l'initiative de Bamako en 1994. Il faut que la population paye. Les soins ne sont plus gratuits. Pour payer, ils n'ont même pas à manger. Je parle d'une majorité aujourd'hui, parce que moi je ne parlais pas de mes 3 maladies. Quel est le coût d'une consultation aujourd'hui? Le coût d'une consultation, ça dépend. Quand on voit un spécialiste, c'est 2000 francs dans les hôpitaux, mais dans les cliniques, c'est 5000 francs. Et les consultations, d'une manière générale, dans les hôpitaux, c'est 500 francs, ça tourne là. Ça dépend un peu de la catégorie des hôpitaux. Voilà. Et donc la population qui n'a pas à manger parce que les salaires ne sont pas versés. Et du coup, imaginez que cette population, en allant à l'hôpital, va se demander, mais si je vais à l'hôpital, on va me prescrire des ordonnances. Non seulement, avant que je n'accède à la consultation, je vais payer des surcoûts à cause de la corruption qu'il y a aujourd'hui, dont il faut en parler, dans nos hôpitaux. Et donc, le malade paye plus que ce qu'il en faut, et il n'a pas les moyens. Il n'a même pas à manger. Et donc, je crois que le plus grand combat pour nous, quand on parle de la santé, c'est d'abord la malnutrition qui menace aujourd'hui. Je crois que j'ai vu un rapport rapide du PAM, et des autres qui évaluent que la malnutrition aujourd'hui, le taux est élevé. J'ai été moi-même en pédiatrie accompagné un neveu et j'ai vu qu'il y a une flambée des cas de malnutrition dans la ville de Bangui même. Vous savez comment ça se passe pour l'acheminement des médicaments? Ils sont pris en charge, c'est aidé ou c'est par leurs propres moyens?
En principe, tout ce que je sais, c'est que les médicaments ne sont pas imposables, ne sont pas taxables, tout simplement. Parce que quand on passe par les associations, je crois qu'on est d'emblée exonéré un peu de payer les impôts, un peu les taxes à la réception de ces médicaments. Il y a des démarches qu'on doit mener auprès du ministère de la Santé pour dire on veut envoyer des médicaments, nous allons prendre en charge le transport de ces médicaments, la collecte et le transport de ces médicaments, et le ministère de la Santé, par le truchement de l'inspection, voit un peu comment obtenir du gouvernement un peu l'exonération de ce produit qui est envoyé. Alors, parlons finances. Qu'est-ce que le gouvernement donne concrètement aujourd'hui pour les médicaments, pour les hôpitaux? Vous avez de l'aide? Et à combien c'est chiffré? Je crois que c'est là où le bas blesse. Je parlais de l'économie du pays. Du fait que l'économie du pays aujourd'hui bat de l'aile, et ça joue naturellement. Cette crise se répercute aussi sur le domaine de la santé. Parce que les contributions de l'État prévues pour le domaine de la santé, c'est selon un pourcentage. Et si au niveau même du Trésor public, aujourd'hui, le Trésor peine à pouvoir rassembler suffisamment de ressources pour payer les fonctionnaires, cela joue naturellement sur les revenus. Et encore pire que ça, je crois que le gouvernement a fait pire que ça. Par le passé, nous avons essayé, je crois que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on avait fait la promotion de la bancarisation des entreprises d'État. Ça a été une catastrophe pour nous au niveau de la santé, parce que nos hôpitaux qui fonctionnent selon un mode de recouvrement de coûts, c'est sûr, les fonds, les prestations, que l'hôpital retient une partie et verse l'autre quota, l'autre partie dans la caisse de l'État. Or, avec la bancarisation, il fallait tout d'abord tout donner vers la banque. Et pour sortir, quand l'hôpital a besoin d'acheter une compresse de la bétadine, il faut passer, c'est toute une procédure qui va prendre des mois. Et le malade, il n'attend pas de mois. C'est ça. Et ça a été une catastrophe pour nous. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, cette mesure, aujourd'hui, on vient de se rendre compte, je crois que ça a valu la peine d'être essayé. Ça ne marche pas pour les hôpitaux. Et donc, déjà, avec le recouvrement de coûts, il y a des hôpitaux qui peinent à pouvoir répondre aux besoins de la population. Malheureusement, je suppose que ça ne donne pas envie aux futurs médecins d'aller dans ce domaine, de se former, parce que ça décourage. Ils préfèrent rester en France ou aller dans d'autres pays qu'aller en RCA et exercer, j'imagine. Cette situation n'est pas nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'ensemble des médecins français, il faut savoir que nous autres, on était là, on est rentrés au pays. Mais ça a été de la folie de rentrer au pays pour certaines personnes. Comment vous pouvez rentrer au pays alors qu'ici, vous avez des possibilités de signer des contrats? Et ce qui est grave, c'est que dans ces derniers temps, quand j'étais là en avril, j'étais avec des amis qui m'ont dit les quelques rares spécialistes que nous avons. Vous savez qu'au Centrafrique, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. Et ceux-là, dont la moitié s'est payé les études par leurs propres frais, ont décidé de rester. Il y en a qui sont partis démanguer aujourd'hui, j'en connais, qui sont restés. Et donc, après la crise, je crois qu'il y a un grand travail à faire. Au niveau, il faut vraiment communiquer, d'abord pour encourager les jeunes à s'engager dans la carrière, parce qu'on a toujours besoin de médecins, et pour encourager ceux qui sont là à ne pas s'expatrier. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est motiver les gens pour qu'ils restent. Si au niveau sécuritaire, on est menacé, si au niveau financier, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que justement le statut salarial des médecins n'est pas toujours revu, etc. Et tout ça, ça a été revu, mais ce n'est pas mis en application. Et donc, du coup, dès que la personne a une proposition qui est mieux ailleurs, c'est clair qu'il préfère partir et laisser le pays aux sécuristes, comme on le voit aujourd'hui. Dans les hôpitaux, c'est les sécuristes, des gens qui, dans le quartier, qui ont fait 2-3 mois, comment injecter et tout, qui sont dans les hôpitaux avec les blouses. Et ça, cette situation, nous sommes en train de le combattre. Je crois qu'au niveau du ministère, il y a déjà des débuts. Pour justement dire à ces personnes-là, vous êtes bien pour aider dans la communauté, votre place n'est pas à l'hôpital. Aujourd'hui, je crois que je préfère beaucoup plus parler des urgences. Là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour souder, en attendant que les grands projets, parce que nous avons un programme national de développement sanitaire qui a été élaboré pour la période de 2006-2015, mais dont la moitié des dispositions n'a pas été mise en application. Et donc, je crois que nous avons tout à justement mettre en œuvre ce plan-là. Mais il faut souder la situation actuelle, sinon, et c'est pour ça qu'on a besoin de la diaspora justement pour porter un peu plus loin cette préoccupation du ministère de la Santé. Il y a de la volonté,
Mais il faut rassembler les moyens, parce que entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances, c'est pas toujours l'entente, hein, parce que bon, vous voulez dépenser, et les financiers, bon, il est assujetti aux exigences du Fonds mondial, du Fonds monétaire international et autres. Je donnerai un exemple du Fonds mondial. Aujourd'hui, il y a un pool d'experts en RCA, dont certains qui sont rentrés de l'étranger et qui ont voulu prêter un peu leur expérience au pays. Heureusement qu'ils marchent. Parce qu'à la tête, vous avez un ancien représentant de l'OMS qui a été un ancien ministre qui coordonne un groupe de jeunes experts du pays et qui réussit justement les soumissions auprès du Fonds mondial. Il y a des pays qu'on connaît qui n'ont jamais eu à décrocher des financements du Fonds mondial parce que justement la qualité de leur travail, ils n'arrivent pas à convaincre avec le travail qu'ils produisent. Mais nous, on a toujours été éligibles, on a toujours eu des financements. Mais le gros du problème, c'est au niveau de la mise en œuvre. Et justement, quand c'est ce groupe d'experts qui élabore, qui passe des nuits blanches, qui travaille pendant toute une année, qui répond à des questions et tout, souvent n'est pas encouragé par le gouvernement. Et ça, il faut le dire. Et c'est parce que je me rappelle d'un médecin qui disait, lors de la dernière planification que nous avons eue pour négocier avec le Fonds mondial, pour prolonger la prise en charge de nos compatriotes pour les 2 ans, parce que vous savez que l'État ne contribue pratiquement qu'à 5-10% en trop pour la lutte contre le sida. Et donc l'essentiel vient du Fonds mondial. Et ce médecin a dit, écoutez, l'État ne nous encourage pas depuis qu'on a commencé à faire ce travail, mais je vous exhorte, vous mes jeunes cadets, à faire preuve d'abnégation, à vous surpasser, parce que c'est le pays. Passons de nuit blanche, rédigeons cette proposition au Fonds mondial, parce que ça va prolonger le traitement pour 17 000 Centrafricains pendant 2 ans. Et c'est ce qu'on a fait, on a obtenu ce financement qui est de 15 000 € qu'on a eu. Bientôt, je crois que c'est à la fin de ce mois, du mois prochain, on ira signer avec le Fonds mondial justement pour prolonger le traitement. Et ça, le gouvernement est intervenu nulle part là-dedans. Mais c'est sous le label du gouvernement, mais il n'y a pas d'encouragement. Et je crois qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, justement, ces bonnes volontés vont partir. Ils vont être cooptés par-ci, par-là, et on risque de se retrouver justement dans une situation où il n'y a pas de passation de services, de compétences aux jeunes, et ça va jouer sur le pays. Bah écoutez, on vous souhaite longue route. On espère que ça marche et que la diaspora nous écoute. On a besoin de vous. Et voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir donné votre regard sur la santé en RCA. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau, avec beaucoup d'évolutions, j'espère, en perspective. Notre émission tourne à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très vite sur www.bangiewood.com pour d'autres entrevues. À très bientôt. Au revoir.